Merci, Monsieur le Président. Quelles sont les questions qui vous apparaissent? Alors déjà, on a une dizaine de questions qui sont arrivées à travers Bicas, donc merci à vous d'avoir participé, d'avoir utilisé l'outil. Il y a eu un premier commentaire, c'était on attend le ministre de l'Agriculture avec optimisme et bienveillance. J'aime bien les mots d'optimisme et de bienveillance, et je pense qu'aujourd'hui on a eu droit quand même à un certain nombre d'annonces, bien qu'on soit encore en période de concertation. Donc pour moi ça va dans le bon sens. Je reviens tout de suite sur une question. Quelles sont les complémentarités et différences entre IBMA et Académie du biocontrôle? Et je pense que Karine a déjà apporté un grand nombre de précisions, où les groupes de travail micro, macro, médiateurs chimiques et surnaturels au sein d'IBMA France, dans leur feuille de route, ont la rédaction d'un contenu de formation que nous mettons à disposition de l'Académie du biocontrôle, où les membres de l'Académie du biocontrôle sont des membres de manière personnelle. Cédric, que vous avez vu, ou Denis, qui est ici, sont membres de l'Académie du biocontrôle, et l'Académie du biocontrôle fonctionne comme une association où chaque personne est membre à titre personnel. Voilà. Voilà. Merci de cette précision, parce que c'est vrai que les enjeux de formation reviennent constamment. Voilà. Les enjeux reviennent constamment. Je pense que c'est pour ça qu'on a des étudiants ici. Je pense que c'est pour ça qu'on a des axes de formation à travers ce qui a été présenté également par Cédric, mais qu'on veut effectivement aller plus loin. Il y a une question justement pour Cédric, c'est le raisonnement proposé pour évaluer un produit de biocontrôle s'applique-t-il uniquement à ce type de produit ou peut-il s'envisager pour l'ensemble des produits présents sur le marché? Voilà. Voilà, la réponse est tous. Pour tous. Je pense qu'effectivement, on peut avancer. Et donc, ça veut dire que la recherche sur le biocontrôle peut être aussi une recherche pour des technologies existantes. Pour faire circuler le micro en cas de besoin, pour Cédric, par exemple. Une question qui était adressée plutôt à toi, Denis, pour ta présentation, c'est est-ce que le soufre et le cuivre font partie des 57% de substances naturelles? Alors, oui, en partie. C'est-à-dire que le soufre est bien dans les substances naturelles produites de biocontrôle, pas le cuivre dans cette présentation. Voilà, pas le cuivre dans cette présentation. Et donc, effectivement, on a, nous, une recherche, une évaluation interne pour savoir si, oui ou non, un jour, pour quelles raisons oui, pour quelles raisons non. Aujourd'hui, donc, on n'a pas encore de... Et on veut discuter ce genre de position avec les parties prenantes là-dessus. Est-ce que 15% en 2025 n'est pas une ambition trop limitée? J'aimerais vous répondre oui. Je crois que le 15%, je vais l'expliquer un peu en 30 secondes. Le 15%, il a deux fonctions. À 3%, on existe, mais on ne modifie pas forcément de manière durable les comportements d'un marché. En tout cas, c'est ce que j'ai appris d'une grande ONG. Et effectivement, cette ONG disait on doit influencer jusqu'à 15% du comportement d'une industrie pour qu'à ce moment-là, vous soyez pris en compte par tout le reste de l'industrie. Voilà. Et je pense effectivement, aujourd'hui, on peut dire il y a un vrai changement dans notre industrie. Aujourd'hui, on est pris en compte, mais que ce soit fait au niveau mondial, global, dans les gènes, ainsi de suite, je pense qu'il nous faut atteindre rapidement ces 15%. Voilà. Et donc ça, d'où notre ambition, ça. Est-ce que nous avons dans nos entreprises le pipeline pour atteindre ces 15%? Aujourd'hui, la réponse des membres d'IBMA, c'est non, d'où notre message au ministre. Nous avons besoin d'accélérer la R&D comme levier principal, puis après, face à ces innovations, de les déployer. Donc formation, information, là-dessus. Une question qui s'adresse plus sur les grandes cultures, me semble-t-il. Je retrouve la question. Catherine, peut-être pour vous. Quelle est la perception des céréaliers par rapport au biocontrôle? Quelle place lui accorde-t-il par rapport à d'autres innovations, génétique, équipement, utilisation de drones? Il n'y a pas de réticence particulière sur ces produits des agriculteurs. Au contraire, ils pensent qu'ils sont en grande attente, et nous, on est en grande attente de solutions. Dès qu'on a pu voir qu'il y a une efficacité était suffisante, ou en tout cas que la prise de risque était acceptable, par rapport à des produits conventionnels et qu'on ne mettait pas en danger la rentabilité de l'exploitation, on les a poussés, ces solutions, et les agriculteurs les utiliseront s'ils ont un certain nombre de garanties. Les questions qui se posent vraiment, c'est effectivement la gestion du risque. On en a déjà parlé, et comment on accompagne cette prise de risque par l'agriculteur au sein de la filière. Ça, c'est vraiment une question essentielle si on veut qu'ils adoptent ces solutions. Mais je dirais qu'il y a une perception plutôt positive. Alors aujourd'hui, il y a quelques expériences où les premiers produits n'étaient peut-être pas tout à fait au rendez-vous, donc il y a encore beaucoup de
il faut rassurer. Hein. Et c'est normal qu'ils se posent ces questions-là et qu'ils n'adoptent pas des solutions comme ça, juste par bon vouloir. Ils vont vérifier que ça fonctionne et que ça marche dans leurs exploitations. Et il faut leur apporter des garanties à ce niveau-là. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut accompagner. Mais il n'y a pas une perception, je dirais, négative a priori. Là-dessus, on a encore tout à faire. Et justement, il faut bien les accompagner pour justement pas leur donner une mauvaise image ou une image négative de ces produits-là par rapport à ça. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi les accompagner en leur disant que ce levier-là ne va pas remplacer les produits phytosanitaires seuls. Il faut aussi les accompagner par les autres leviers. On a parlé des outils d'aide à la décision, de l'agriculture de précision. Tout ça doit rentrer aussi en jeu pour les aider et ça, il faut qu'ils le comprennent aussi. Donc ça, c'est vraiment de la formation, de l'accompagnement. Et c'est des moyens, je dirais, supplémentaires à mettre sur le terrain par rapport à l'utilisation de produits phytosanitaires classiques. Donc là se pose la question comment on accompagne les agriculteurs et quels moyens on peut y mettre à la fois sur la R&D mais sur la formation et tout ça. Donc c'est des enjeux très importants et je dirais, mais il n'y a pas de religion sur ce sujet. Il n'y a pas de religion, il y a une ouverture, mais y a-t-il une évolution quand même un peu plus positive ou moyennement positive? Vous pouvez le dire et le confier, notamment des décideurs des fédérations professionnelles. Je pense que sur les positions, ils sont en attente. Ils sont en attente et ils sont ouverts. Les agriculteurs sont ouverts à utiliser ces solutions-là, vraiment. Ils sont conscients des attentes de la société sur l'évolution de leurs pratiques. Ils demandent que ça, de changer de pratique. Leur inquiétude et leur souci, c'est la rentabilité de leur exploitation, ce qui est normal. Et ça, on ne peut pas leur demander d'adopter des pratiques si on n'a pas garanti qu'elles ne mettaient pas en danger leur exploitation. Alors, vos réponses, merci beaucoup, mais provoquent de nouvelles questions. Là, j'en ai une qui est un peu qui découle d'une des questions précédentes. C'est finalement, s'il y a beaucoup de biocontrôle, promouvoir le biocontrôle, mais quel déploiement à grande échelle d'un produit? Par exemple, le soufre est homologué sur un grand nombre de cultures, avec beaucoup d'applications, jusqu'à 10 par an. Donc, quel est l'impact si toutes les surfaces potentielles sont traitées? Alors, en fait, ici, il faut savoir qu'au niveau du IBMA, nous co-signons le contrat de solution avec la FNSEA. Donc nous, on s'inscrit complètement dans un mode combinatoire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas fonctionner simplement et uniquement le biocontrôle. Donc on est vraiment dans l'inscription d'un mode combinatoire, effectivement, pour la réduction des risques et des impacts. Donc c'est à travers cette combination de technologies qu'on va arriver à faire quelque chose qui est acceptable pour l'environnement et pour la société civile. Voilà. Sur la notion du risque, il y a une remarque, une question, c'est est-ce que, comme sur le modèle d'une agriculture bio, une agriculture basée sur biocontrôle, est-ce que le consommateur ne pourrait pas partager ce risque? Est-ce que ça vous semble réaliste? Est-ce que c'est faisable? La place du consommateur dans la prise de risque, finalement. Ouais. Comment il accompagne? Je ne sais pas si j'ai la réponse, parce que c'est une question vraiment difficile, mais je pense que ça se fait déjà plus ou moins sur certaines filières. Certains ont parlé du vin. Il faut avoir une approche aussi et que le consommateur accepte aussi de payer pour cette prise de risque. Ça, c'est un vrai enjeu. Développer des filières, je dirais, ou de valorisation. Donc l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de le faire sur des grandes cultures ou sur toutes les filières? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse, sincèrement, mais je pense qu'effectivement, il faut faire comprendre au consommateur qu'il a des attentes par rapport à l'agriculture. Il faut qu'il y participe aussi, je dirais, financièrement, essentiellement. Y a-t-il une réaction sur ce sujet important de la place du citoyen consommateur dans ces évolutions? Parce qu'on voit, par exemple, qu'on disait, il y a encore 10 ans, que la cherté du bio était un obstacle insurmontable pour les consommateurs. Et on voit pour autant, vu les problèmes posés par ailleurs sanitaires de l'alimentation, qu'il y a eu une évolution rapide qui fait que le citoyen consommateur est prêt à payer un peu plus, et plus il est prêt à payer un peu plus, plus le marché s'étend et moins le prix devient élevé. Donc il y a aussi une logique vertueuse de l'action du citoyen en lui-même. Est-ce que vous en pensez appliquer au biocontrôle? Oui, mais à part, en tout cas pour l'arboriculture, à part l'agriculture biologique et peut-être les circuits courts, c'est très difficile de distinguer et de valoriser une troisième voie, enfin une arboriculture en tout cas moins consommatrice de phyto, plus axée sur le biocontrôle. Après effectivement, ça peut poser la question d'un label éventuel à terme. Oui, mais ça fait 20 ans qu'il y en a des tentatives de label. Ce que je veux dire, c'est qu'à part le bio qui a le mérite d'être simple, et les circuits courts, parce que là, le producteur, il dialogue directement avec le consommateur.
Après, il y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas eu tellement de réussite de valorisation pour le fruit. Pour le Et fruit. après, le bio, voilà, aujourd'hui, c'est en extension. Enfin, moi, je sais pas où se situe la limite. On doit être entre 5, je sais pas si on est à 5% entre 5 et 10% du marché. Enfin, je ne pense pas que grand monde connaisse les limites, mais en tout cas, elles sont pas infinies. Hein. Messieurs, merci beaucoup. Moi, je rejoins cet avis là sur la partie viticole d'un label. Je me demande si on n'est pas un peu tard pour créer un label. C'est-à-dire que le bio, c'est une chose qui est identifiée depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, je pense que la demande du consommateur, elle n'est pas je veux un produit. C'est tous les produits doivent être avec moins de produits. Et créer un label aujourd'hui, c'est presque un peu tard. Et toutes les tentatives depuis 20 ans, effectivement, de lutte raisonnée, production intégrée, enfin tout ce qu'on a pu voir passer, qui existe toujours aujourd'hui, n'ont pas réussi réellement à prendre la place d'une identification comme le bio a pu le prendre, ou le consommateur a accepté de payer plus cher. Je crois qu'on a dépassé un peu ce cap et que c'est presque un peu tard de dire on va créer un label raisonné, biocontrôle, etc. Alors, comment valoriser autrement, du coup J'ai pas de réponse là, par contre. Pas de réponse pour le moment. Alors moi j'ai une question Oui. assez provocatrice, mais je pense quand même au cœur un peu du débat. Nous n'avons pas encore parlé du technicien et plus généralement du distributeur. Point. N'est-il pas aujourd'hui le premier verrou du développement, point d'interrogation? Alors j'aimerais avoir l'avis de nos... Le verrou Je peux du donner le mien technicien. parce que ou c'est du quand même, ça me concerne ça me semble particulièrement. un petit peu Je pense que concerné, Catherine. vous avez vu qu'effectivement c'est une idée qui est très à la mode en ce moment, en Ouais. pensant que l'agriculteur est obligé de mettre des produits phytosanitaires et que c'est le distributeur qui l'oblige à le faire. Donc ça, c'est une vision un petit peu caricaturale de la réalité. Je vous rassure ou pas, en tout cas, ça sera, même si on essaye de lutter contre ça, je pense que ça va pas entraîner de miracle parce que c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Les agriculteurs, s'ils utilisent des produits phytosanitaires, c'est pas parce qu'on les y oblige ou parce qu'ils pensent, ils ont un raisonnement autour de ça. Ils sont assez intelligents et indépendants pour pouvoir décider eux-mêmes de ce qu'ils font sur leur exploitation. Bien entendu, on a un pouvoir d'influence. Je ne veux pas non plus dire qu'on n'a pas de rôle à jouer. Hein, c'est pas ce que j'entends, ce que je veux dire. Donc effectivement, on a un rôle à jouer là-dessus. J'ai essayé de le montrer, mais on est plutôt moteur sur le développement de ces pratiques et on accompagne les agriculteurs dans cette prise de risque et dans le test de ces solutions depuis plusieurs années. On en est conscient au niveau des coopératives en particulier. Donc là-dessus, on n'est pas là en train de freiner en disant non, on veut pas du biocontrôle, non, on veut pas de l'agriculture de précision. Enfin, moi, l'agriculture de précision, on en fait depuis 15 ans au sein de la coopérative. Je pense que on en parle beaucoup, mais ça fait 15 ans qu'on le teste et 15 ans qu'on le fait avec des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est la question, c'est de le déployer à plus grande échelle. C'est pas, voilà, c'est des choses comme ça. Mais moi, je ne me vois pas comme un frein à ce développement de ces solutions, au contraire. Je me perçois plutôt comme l'inverse. Et les moyens qu'on met sur la R&D et sur la proximité avec les agriculteurs, eh ben, c'est avec des idées comme ça qu'on peut les enlever. Donc c'est quand même dommage. Parce que si on n'a plus les moyens d'accompagner les agriculteurs, qui le fera et comment, et ça garantit pas l'indépendance des gens qui le feront non plus d'ailleurs, hein, parce que on avait au moins on est là aussi pour adapter les solutions dans l'intérêt des agriculteurs. Je le signale, les distributeurs sont, enfin en tout cas pour une coopérative, sont nos adhérents. On n'est pas là pour, on est là aussi pour leur qu'ils soient là demain et que ce soit durable. Donc on a une approche de dire on teste des solutions qui leur conviennent et qui feront qu'ils seront là demain. Alors, Catherine, la question venait en fait d'un distributeur. Peut-être veut-il lui-même dans la salle se lever et Oui, préciser pour lui-même. Oui, c'est bien d'avoir aussi des personnes dans la salle. Il y a 2 personnes qui lèvent la main, qu'ils soient producteurs ou du monde de la recherche ou de l'entreprise de biocontrôle. Merci de vous présenter, poser votre question ou votre témoignage. Ouais, donc Gaëtan du groupe Actura. Donc, pour le coup, c'est moi qui ai posé la question. Donc encore une fois, je le dis d'autant plus facilement que on représente également les distributeurs. Et je pense clairement qu'aujourd'hui, le technicien en lui-même, c'était pour le coup vraiment pas contre vous que je disais ça, mais qu'il est un frein ou qu'il peut être un frein. Alors peut-être pas de sa faute à lui en tout cas, mais parce qu'il représente aussi ce qu'a toujours été l'agriculture depuis maintenant une trentaine d'années, c'est-à-dire aussi le vecteur des produits de phyto, et qu'aujourd'hui, on en a parlé rapidement ce matin, mais que l'efficacité des produits phyto était très très cartésien avec des efficacités
très marquées, où on arrivait facilement à les caractériser et à les évaluer. Aujourd'hui, c'est moins le cas avec des produits de biocontrôle. Et je pense que c'est aussi pour le technicien le fait de se rassurer lui-même. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas rassuré quand il propose ses produits de biocontrôle, et c'est sa crédibilité. Oui, voilà. Mais en fait, il faut convaincre le technicien avant de convaincre l'agriculteur. C'est ça que vous nous dites. C'est exactement ça. Et effectivement, vous avez raison. C'est Je pense exactement que il faut effectivement convaincre, former les équipes qui sont en proximité avec les agriculteurs. Il ne faut pas juste changer les mentalités des agriculteurs, il faut changer aussi les mentalités des gens qui les accompagnent. Et ils ont tendance à avoir le même raisonnement. Donc effectivement, c'est un grand enjeu. Je dirais, là-dessus, il y a certainement encore des marges de progrès pour effectivement les former à ces approches combinatoires qui demandent aussi un niveau de formation de ces gens-là qui est plus élevé. C'est ça aussi l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut un niveau de formation pour parler de toutes ces solutions assez fort aujourd'hui, et c'est une difficulté qu'on peut avoir. Donc s'il y a des étudiants qui veulent faire ce métier demain, il y a un bienvenue, évidemment. Et puis c'est vrai qu'il y a le poids sans doute des habitudes dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais beaucoup d'acteurs professionnels sont sur des habitudes de 10, 15, 20, 25 ans. Donc pour les changer, ces habitudes, ça ne prend pas forcément 24 heures, mais un peu plus. Et donc également sur les enjeux évoqués de formation impliquent des évolutions des habitudes qui sont parfois pas toujours bonnes. Une personne voulait intervenir. Merci madame. Oui, et monsieur devant. Oui, bonjour. Catherine Rognier-Roger, Académie d'agriculture de France. Je voulais Merci d'être présente. Voilà. Je voulais simplement me présenter. Je voulais faire 2 remarques et poser une question, bien sûr. La première remarque, c'est ce rôle important qui a été souligné des drones, de l'agriculture numérique et de précision. Et je pense que dans le discours que nous venons d'entendre, là, qu'il y avait une complémentarité entre les moyens de biocontrôle et les moyens de traitement, toutes les solutions de traitement pour la santé du végétal. C'est important de mettre en avant cette agriculture de précision, et notamment ce verrou réglementaire que représente l'absence, la non-autorisation des produits phytopharmaceutiques, quels que soient biologiques ou de synthèse, pour justement améliorer cette agriculture, apposer la bonne dose au bon endroit et au bon moment, comme on le dit traditionnellement. Donc, vous avez parlé d'action vis-à-vis du ministère de l'Agriculture. Je comprends bien que ça concerne les produits de biocontrôle en premier terme, mais je crois que c'est important d'élargir en disant que c'est toute la protection intégrée qui a besoin de cette agriculture de précision. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième, je pense que je m'adresse à Madame Grosbeau, parce que donc vous avez parlé des procédures d'homologation. J'ai regardé un peu récemment les extraits naturels de plantes qui étaient homologués. Je pense à l'extrait d'ail. Et j'ai vu que l'efficacité, la dose recommandée par hectare était de 25 kg par hectare. Alors là, ça m'a posé quand même une grosse question. Après, j'ai regardé l'acide pélargonique. Alors entre 10 et 12 kg par hectare pour avoir une efficacité. Je me dis, est-ce que c'est acceptable actuellement d'accepter d'épandre des quantités aussi importantes dans les parcelles. Voilà. Merci de ces 2 questions. Donc la technologie de haute précision et puis le sujet des doses. Alors pour la technologie des précisions, donc les drones, les pandas, pour la question que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est vrai que nous, on a dans nos feuilles de route, dans nos différents groupes de travail, des thématiques vraiment précises à travailler chaque année. Et là, c'est vrai que par rapport aux interrogations actuelles de nos membres, la question des drones avec l'utilisation localisée par pulvérisation est revenue, et on a décidé donc de présenter cette problématique à la DGL. On a eu un premier retour plutôt bienveillant avec une volonté de poursuivre cette thématique et de travailler ensemble pour faire évoluer les choses et jusqu'à, nous l'espérons, l'acceptation de l'utilisation par cette voie-là des produits biocontrôle. Alors, je ne peux pas parler pour les autres produits, je peux parler que pour les produits de biocontrôle. Ensuite, au niveau réglementaire, donc vous citiez l'extrait d'ail et puis l'acide pélargonique. Alors,
faut savoir que ce sont des sociétés qui déposent les dossiers. IBM France n'est pas impliqué dans les dossiers, donc je ne connais pas le contenu des dossiers qui ont été déposés auprès de l'ANSES concernant ces produits. Donc je ne peux pas vous dire beaucoup de choses par rapport aux doses, etc. Ce que je peux vous dire, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut être sur le sujet de ces deux produits, mais peut-être là-bas, pour donner un éclairage sur cette question, mais vous pouvez finir votre réponse. Ce que je veux dire, c'est que un dossier d'homologation, c'est un gros dossier, c'est très complet, ça comprend beaucoup de sections, notamment l'innocuité, c'est-à-dire l'impact des doses utilisées de produits au niveau environnemental, au niveau de l'opérateur, au niveau donc des sols, des eaux, au niveau de la faune, au niveau de la flore. Donc si cette dose est autorisée, c'est qu'elle n'a pas d'impact significatif sur ces différents compartiments. Ensuite, au niveau de l'efficacité, on a dû prouver au travers le dossier que c'était la dose minimum efficace pour l'utilisation de ce produit, pour les usages concernés. Voilà, je peux vous donner que des généralités. Je vais laisser donc la personne au fond de la salle pour répondre. Oui, merci monsieur. Oui, bonjour, Gwenaël Champroux, Certis. Donc effectivement, on développe des solutions qui peuvent être à des doses hectares élevées. C'est exactement comme vous mentionnez. L'impact doit être mesuré de ce type de production. Hein. Et si le risque est acceptable, la dose, effectivement, n'est pas un handicap. Ça peut être peut-être un frein au niveau logistique pour l'agriculteur, parce qu'effectivement, ça fait des quantités importantes si on veut développer ces solutions en grande culture. Mais tout ce qui est maraîchage ou autre, ce n'est pas du tout un frein, puisqu'on est sur des doses qui sont totalement utilisables par les agriculteurs. Et après, c'est qu'une notion d'acceptabilité du risque ou pas. Et finalement, on a bien vu qu'il y a d'autres produits qui sont également à des doses élevées, où on a une différence entre des doses, même sur de conventionnels, qui peuvent être de 1 à 1000. Et en biocontrôle, on va également avoir ces solutions qui peuvent être des fois très efficaces à des doses faibles, ou pour lesquelles il faut des doses plus élevées pour avoir une efficacité. Si le risque est acceptable, ce n'est pas un problème. Il faut juste après que l'aspect logistique au niveau de l'agriculteur se mette en place et soit acceptable. Merci pour ces éléments de réponse. Monsieur Devant, voilà, pendant que le micro arrive, oui, Antoine Meyer. Le micro ici. Il y a du neuf sur la plateforme. Oui, il y a du neuf sur la plateforme. Merci à vous tous. Donc Christian Huyghe, INRA, Maud Planck sont avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, 80% des produits de biocontrôle sont dans des fiches CEPP, au moins ceux qui étaient dans la liste avant la mise à jour d'hier. Donc là, quand on parle de rapidité de mise à jour et après effectivement d'adéquation avec les fiches CEPP, on voit qu'effectivement il y a d'autres choses qui sont bien représentées. Travail qu'on continue en permanence ensemble. Voilà. Oui, une question. Bonjour, monsieur. Luc Truchon, donc distributeur en Champagne. Je m'interroge beaucoup sur l'emballement politico-médiatique, mais surtout médiatique, sur le bio. Et donc, ils expliquent même les inondations parce que le bassin parisien n'est pas bio. Le fait est, c'est que tout le monde sait ici dans la salle que la solution pour avoir une alimentation saine, surtout saine et durable, c'est le biocontrôle. Alors, je pense qu'il y a vraiment un gros problème de communication. Et je pense que l'IBMA devrait s'interroger à l'avenir, maintenant qu'il y a les produits, savoir comment communiquer pour valoriser, parce que la valorisation a été beaucoup mise en exergue, valoriser le biocontrôle en France, et qui ensuite pourra être développé à l'international. Merci beaucoup. Vous avez raison de souligner que c'est deux choses bien distinctes. Et donc, dans l'indistinction et la communication, le biocontrôle doit jouer sur une attente de l'opinion. Oui, mais c'est mal présenté par les médias aux Français actuellement, je pense. D'accord. Très mal présenté. Sur votre constat de la présentation, tout à l'heure d'ailleurs, on va avoir le loisir, chacun et chacune ici participant, de répondre à un sondage sur le mot-clé que représente le biocontrôle pour voir ce qui apparaît dans un nuage de mots. Ça va être fait sur cette plateforme Bicast pour ceux qui pourront se mettre sur Wi-Fi entre maintenant et cet après-midi. Merci de le faire pour tester effectivement cette question d'image globale du biocontrôle qui va apparaître à l'écran par le biais d'un nuage de mots à partir des mots-clés que vous utiliserez quand on vous posera la question tout à l'heure. Oui, merci monsieur, bonjour. Bonjour, Jacques Foucault, Limagrin. En fait, on est quand même opposé dans la mécanique de référencement aux méthodes très traditionnelles. Donc en fait, les produits de biocontrôle, ils sont effectivement très attractifs, vous l'avez bien exprimé, mais dans une méthode qui est prédéfinie de référencement, qui prend aussi en compte l'ensemble des conditions économiques.
et la promesse, etc., etc. Comment on pourrait mieux communiquer ensemble pour que tout le monde admette qu'il nous faut définir des méthodes d'évaluation plus adaptées à ces méthodes de biocontrôle? Parce qu'aujourd'hui, dans des contextes prédéfinis, c'est extrêmement difficile de l'imaginer et ça n'est quasiment pas gage de réussite. Merci pour votre question qui rejoint l'enjeu de la communication sur les activités biocontrôle, sur les évaluations. Effectivement, ça mérite aussi sans doute des échanges prolongés ou approfondis, Antoine Meyer. Échange prolongé, approfondi. Je pense que d'abord au sein d'IBMA France, on a un groupe de travail réglementaire dont une des missions, c'est clairement dans cet axe-là. Moi, j'étais quand même heureux d'entendre notre ministre ce matin. C'est-à-dire qu'il a, pour moi, fait preuve de bonne volonté en acquiesçant qu'effectivement, les méthodes d'évaluation, même si on doit être exigeant sur la partie impact, par contre, sur d'autres aspects, sur la durée, la manière d'évaluer, devaient être modifiées. C'est-à-dire avoir la bonne méthodologie pour ça. Alors, on a un groupe de travail réglementaire au sein d'IBMA France. Le ministre l'a aussi dit, on a aussi un consortium biocontrôle. Et ce consortium biocontrôle, dont IBMA est membre, et certaines des entreprises sont membres, comme l'a rappelé Karine. Et à travers ce consortium, il y a également une évaluation, un travail de recherche sur quelles sont les méthodologies pour faire en sorte qu'on puisse mieux évaluer ces produits de biocontrôle dans le futur. C'est-à-dire avoir une typologie d'évaluation plus adaptée pour ce type de produit. Voilà. Donc une fois que le consortium aura pu avancer, travailler, chercher, trouver ces nouvelles méthodes, nous, IBMA, d'un point de vue purement négociation avec DGAL, ANSES, ministère, on pourra reprendre ce flambeau. Ce sera notre travail, ce sera notre mission de dire quelles sont les nouvelles méthodes d'évaluation qu'on veut avoir. Et ça, on veut le faire avec les parties prenantes. J'ai cité qu'ici, il y avait des instituts de recherche, il y a également des ONG qui sont présentes dans cette salle. Et je crois que c'est important qu'on arrive, puisque c'est bien notre titre, pour réussir la transition de ces pratiques vers l'agriculture durable. Donc c'est bien là-dedans qu'on s'inscrit en tant que biocontrôle, et c'est bien là-dedans, c'est avec tout le monde dans la salle, dans le consommateur, les distributeurs, les ONG, le politique, les scientifiques, qu'on veut avancer ensemble. Et les médias qui peuvent jouer leur rôle. Et les médias qui sont présents dans cette salle, qui jouent leur rôle. Merci, on peut vous applaudir, Antoine Meyer. Ouais, c'est vous.